Ça se comprend sur CNews. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, un fait d'actualité que l'on décortique pendant plus d'une demi-heure. Aujourd'hui, les gérants d'un Super U contraints de démissionner après un safari et les publications de photos d'un safari en Afrique. On les voit poser fièrement avec le léopard, l'hippopotame ou l'alligator qui viennent de tuer. Émotion, campagne de boycott qui a suivi et qui ont poussé la marque de grande distribution à condamner fermement ces publications. Anthony Favali. Les défenseurs des animaux auront finalement eu raison des gérants de ce supermarché. Ce mercredi matin, les clients ont trouvé porte close, mais tous n'accablent pas le couple de chasseurs. Je suis horrifiée, effectivement, qu'on s'en prenne à des gens qui ont passé leur vie à travailler et qui sont aujourd'hui devant une polémique qui est du domaine privé. Choquée, premièrement, parce que je soutiens 30 millions d'amis. Choqués par la violence des photos et surtout on ne prône pas le respect de la vie animale dans des supermarchés, le respect de tout ce qui est bio quand on sacrifie des animaux pour un plaisir personnel. En cause, ces photos publiées sur Internet qui datent de 2015. Le couple de gérants pose fièrement, fusil en main, devant des cadavres d'espèces protégées. Elles ont refait surface ces derniers jours et ont été partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les appels au boycott et la réprobation de l'enseigne les ont poussés à la démission. Chez U, on porte depuis longtemps des engagements et des valeurs fortes qu'on met en œuvre chaque jour. Et donc, dans ces conditions, il était pour nous inenvisageable qu'il continue à représenter l'enseigne. Le magasin Super U de l'Arbrel rouvrira ses portes ce jeudi avec une nouvelle direction. Pour débattre de cette démission de ce safari, j'accueille Julie Lannes. Bonjour, vous êtes éthologue, représentante de l'association Campagne contre la chasse en boîte. On va expliquer ce qu'est la chasse en boîte. J'accueille également Benoît Maury-Laribière. Bonjour, bienvenue. Vous êtes membre de l'association des guides de grande chasse. Catherine Elayel, bonjour et bienvenue, porte-parole du parti animaliste. Et Thomas Goussard, journaliste digital à CNews. Et puis, il faut le signaler, vous connaissez bien ces questions puisque vous avez travaillé pour plusieurs médias spécialisés dans la chasse et la pêche. Je voudrais qu'on comprenne d'abord ce qui se passe et de quel type de safari on parle. Benoît Maury-Laribière, comment sont organisés ces safaris ? C'est en partie votre métier. Tout à fait. Un safari de chasse est organisé dans un cadre tout à fait légal et professionnel. Dans le cadre d'études qui sont faites sur les capacités du milieu et en respectant celui-ci. Et à partir de là, des quotas d'animaux qui peuvent éventuellement être prélevés sont décidés et vont être chassés. Ils vont être chassés dans le respect des lois, dans le respect d'une éthique, accompagnés toujours par des gardes. Et évidemment, il va y avoir des gens dont c'est effectivement la passion, qui vont venir et qui vont permettre le financement à travers le paiement de leur chasse, parce que ça a un certain prix, vont permettre le financement de la sauvegarde de la biodiversité sur ces secteurs. Et ça, c'est très important et c'est malheureusement quelque chose sur lequel il faut insister parce que le grand public ne le comprend pas et souvent ne le sait pas. Ouais. On parlait dans le sujet d'espèces protégées. Est-ce que c'est compatible avec le mot éthique dont vous parliez ? Alors, vous m'avez peut-être vu tiquer quand j'ai entendu dans le reportage le mot protégé. Ouais. Les espèces qui sont tuées et les animaux qui ont été prélevés par ces gens-là dans le cadre de ces chasses ne sont pas des animaux protégés. Ce sont des animaux qui sont protégés, mais il y a aussi des quotas. Il y a un certain nombre d'animaux qui peuvent être tués. C'est légal, c'est organisé dans le cadre de la gestion aussi bien internationale par la Convention de la CITES que par la Convention des pays eux-mêmes qui donnent des quotas à ces animaux, à ces chasseurs. Et donc les gens, quand ils font ça, pratiquent quelque chose qui est tout à fait légal. Donc il n'y a pas d'animaux protégés. C'est des animaux qui ont été désignés et qui peuvent être chassés. Catherine Elayel, ça vous fait réagir ? Alors, oui, vous pensez que ces propos ne sont pas conformes aux principes qui sont les vôtres, tout simplement ? Il a dit ces pratiques sont légales. Oui. Donc voilà pourquoi au Parti animaliste et aussi avec de nombreuses associations, on souhaite interdire la chasse aux trophées, interdire toutes ces chasses-là. Donc comme ça, elles ne seront plus légales. Mais on pourra plus se retrancher. La décision dépend aussi des pays en question. Bien évidemment, bien évidemment. Mais il y a un autre point où on nous explique qu'en fait, ça sert à la conservation des espèces protégées. J'aimerais quand même rappeler que c'est un rapport du Front international pour la protection des animaux de 2013 qui explique qu'en fait, que ces safaris ne représentent que 2% du total des revenus des pays africains liés au tourisme et seulement 3% de ces revenus sont reversés aux populations locales ainsi qu'à la préservation des espèces chassées. Donc moi j'ai envie de dire un mot, c'est foutaise.
C'est-à-dire qu'on cache on tue des animaux, on paye pratiquement 60 000 € pour tuer un être vivant sensible, et à la limite, ça serait une espèce qui ne serait même pas en voie de disparition. Payer pour tuer un animal, c'est une pratique indigne. C'est une pratique indigne. Donc j'allais dire, c'est d'autant plus grave que ce sont souvent des espèces protégées, que ce sont des espèces en voie de disparition, et qu'on ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, continuer des pratiques qui sont des pratiques cruelles, des pratiques qui ne sont plus dignes d'une société dite civilisée. Et le mot éthique associé à ces pratiques-là, moi, me fait frémir. Benoît Maury-Laribière. Est-ce que d'ailleurs les prix annoncés sont justes ? 60 000, les fourchettes sont très larges. Alors là, si on doit faire effectivement discuter sur les prix, il va falloir faire une autre émission par animal tué. Non, mais ça dépend des espèces, ça dépend des pays, ça dépend de tous les services qui sont autour. Donc là, effectivement, c'est des prix qui peuvent être effectivement conséquents et qui apportent une manne financière absolument nécessaire à la conservation des espèces. Parce que sans ça, vous ne l'avez pas. C'est bien de rêver, de dire les animaux, c'est beau. Non, mais les revenus de la chasse en Afrique subsaharienne, c'est 200 millions de $. Qui va les payer, ces 200 millions de $ pour préserver ces territoires ? Julie Lannes, vous êtes éthologue, donc... Alors moi, je suis éthologue de terrain, ce qui veut dire que je travaille sur le terrain, que j'ai investigué, notamment pour Catch, c'est notre spécialité, plus d'une centaine de structures qui prétendent faire de la conservation, qui sont liées à la chasse en boîte, la chasse au trophée, puisque ça s'appelle comme ça, de la chasse au trophée. C'est quoi la chasse en boîte, en quelques mots, et puis alors la chasse en boîte, c'est de la chasse au trophée, si ce n'est que les animaux ne sont pas dans une grande réserve privée naturelle en liberté. Ce sont des animaux qui sont élevés, comme on élève des faisans, etc. Et vous avez des fermes d'élevage intensif de lions, de léopards, de tout ce qu'on peut trouver. Donc ça et les facilite animaux, et ça garantit, entre guillemets, quasiment un trophée. Apprivoisés, pas domestiqués, mais apprivoisés, qui sont habitués à l'homme, qui ont été exploités depuis leur naissance. Ils sont enlevés entre l'âge de 10 jours et 3 semaines à leur mère pour être exploités dans des faux écologes ou dans des faux conservation sanctuary. Et puis après, quand ils ont l'âge, ils deviennent un peu trop dangereux, on les rapatrie pour qu'ils soient tués, c'est-à-dire en général vers l'âge de 3 ans. On a compris ce qu'est la chasse en boîte. Maintenant, sur l'argument économique. Ils sont en général drogués et ils sont en général la différence entre un mot de réponse là-dessus et ensuite vous répondrez sur l'économie. Sur la chasse en boîte, ça se fait. Les gens prennent une chasse normale va prendre 3 semaines pour chasser un lion, par exemple, et coûte environ 50 000 $. Mais pour faire de la chasse en boîte, les gens viennent. Vous avez des traders qui viennent pour un week-end, des gens qui savent pas tirer et tout, et ils viennent pendant 48 heures pour tuer un maximum de lions. Ils peuvent en tuer 9 sur le week-end. Benoît Maury-Laribière, ce type de chasse, je voudrais juste qu'on évacue le débat là, parce que là-dessus, je suis d'accord avec Madame, quoi. Ce truc-là, ça n'a rien à faire dans de la chasse. C'est pas le sujet. C'est pas mon sujet. D'accord. C'est pas de la chasse. C'est indéfendable. Ça n'a pas d'éthique. Je suis contre ça. J'ai passé ma vie à faire autre chose que ça. Donc voilà, on peut en parler, mais on va être d'accord. Donc ça va être tout à fait infructueux comme discussion. On ne va pas forcément être d'accord sur l'aspect conservation et sur. Alors justement, vous vouliez réagir là-dessus. Là, on pourra revenir là-dessus. 200 millions de $, c'est ce que vous avez dit. Oui, à peu près. Bon. Alors c'est toujours très difficile à évaluer. C'est un argument. Non, ce n'est pas un argument parce qu'il faut voir, la plupart de ces fermes de chasse qui sont de réserve privée étaient anciennement des fermes agricoles qui employaient énormément de gens, ce qui n'est plus le cas quand ils font effectivement de la chasse au trophée. Mais en termes de conservation, il faut savoir ce dont on parle. Quand il y a un problème de conservation, c'est-à-dire par exemple vous avez trop d'éléphants, vous avez des troupeaux entiers, on n'envoie pas 3 chasseurs anti-railleurs qui ne savent pas très bien ce qu'ils font, on envoie l'armée et on éradique un troupeau entier à coups d'hélicoptère et à coups de mitraillettes. Voilà comment ça se passe, c'est ça la chasse de conservation. Le reste est un prétexte marketing pour vendre de la chasse et vendre effectivement une couverture pseudo-scientifique et autres justement aux chasseurs qui viennent là. Il faut savoir que la plupart des études auxquelles monsieur fait référence sont payées par le lobby de la chasse. J'ai plusieurs amis qui y travaillent et effectivement il y a des quotas de chasse et entre la réalité et tout, on peut parler du lion Cécile, soi-disant. Alors on va en parler. On peut même parler, moi je parlerais de crimes contre les espèces protégées. Ces pratiques, ce sont des crimes contre les espèces protégées. Et j'utiliserai le mot crime de la même manière que... Non, ce que je veux dire, c'est que il faut respecter... Non, mais je pense que c'est important, madame, de respecter un minimum l'antenne. Ce que vous venez de dire est un non-sens absolu.
Il n'y a jamais de chasseurs qui sont venus en hélicoptère braconner et mitrailler des éléphants. Ce n'est pas vrai. On ne parle pas de chasse. Je vous parle quand il s'agit de régulation et de conservation, il s'agit de l'armée. Il ne s'agit pas de chasseurs. Mais ça, on ne parle pas de la chasse. Alors là, on parle mais monsieur, je vous parle de conservation quand vous avancez l'argument conservation. Et ce n'est pas des armées légales qui font ça. Ah si, ce sont les armées légales, c'est fait par le gouvernement, monsieur. Mais on est dans un autre sujet. Vous me parlez de chasse. Vous me parlez de conservation. Mais on va être d'accord. Puisque si on parle de lutte contre le braconnage, on va y aller ensemble. Alors, je vais être avec vous. C'est pas ça mon sujet. Le sujet, c'est la conservation de la biodiversité. Exactement, et c'est là-dessus où nous ne sommes pas d'accord. Vous avez évoqué le lion Cécile. Effectivement, il y a eu pas mal de précédents, Thomas, qui ont mis en cause des personnalités. Et effectivement, il y a une histoire avec ce lion Cécile. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le Sky, on va laisser Thomas Goussard nous parler des précédents. Merci. À cette fait épingler, c'est le roi d'Espagne, Juan Carlos Ier. Voilà. En 2012, il était parti chasser l'éléphant au Botswana. Parrain du WWF, il faut le souligner. Oui, il a quitté. Un peu contraint et forcé. Il s'est cassé la hanche malheureusement pendant ce voyage, donc il s'est fait rapatrier, ça s'est vu. Alors c'était pas prévu, il n'avait pas prévu de mettre les photos sur Facebook. Et d'ailleurs, pour alimenter la polémique, on a retrouvé des photos d'archives qui dataient d'une précédente chasse en 2006, il a mis à ça. Et c'est arrivé à un moment où il y a eu une austérité budgétaire, donc c'est assez mal passé en Espagne. Le roi était obligé de faire ses excuses en public. Le lion Cécile, Cécile the Lion, lui il a été tué en 2015. C'était un lion assez célèbre dans d'un des parcs nationaux du Zimbabwe. Il avait une crinière un petit peu noire, il avait un collier émetteur, il était suivi pendant près de 13 ans. Je crois. Et puis apparemment, il y a un chasseur qui est américain, un dentiste américain, Walter Palmer. Il est venu le tirer en bordure du parc. Son guide l'a a priori appâté pour qu'il sorte du parc. Mais il n'avait visiblement pas non plus le permis et la licence pour le chasser en dehors. Donc ils se sont fait attraper par la justice du Zimbabwe. L'Américain est venu se rapatrier chez lui. Ils ont été plus ou moins condamnés, mais finalement les poursuites ont été abandonnées. Mais à l'issue de cette affaire, les compagnies aériennes, plusieurs ont refusé de s'engager à ne plus transporter les trophées des chasseurs. C'est pas exactement comme ça, c'est notre ONG qui était à la base de ça. Qui a demandé, mais il y a une dizaine de compagnies aériennes. Alors, attendez, ça, on va laisser Thomas Goussard et puis après vous donnerez vos arguments, sinon on ne comprend plus rien. Donc Thomas, vous raconterez la dernière histoire qui concerne Luc Alphonse juste après, mais qu'est-ce que vous dites là? Parce que moi, je n'ai pas compris. Vous dites que quoi? Sur ce cas particulier du lion Cécile, c'est votre association qui a... Non, quand monsieur fait des raccourcis en parlant du fait que c'est suite à ça que sur que sur des compagnies aériennes ont été interdites les importations de trophées de chasse, c'est bien antérieur et c'est notre association qui a fait ça, qui a convaincu 42 compagnies aériennes de ne plus accepter de rapatrier des trophées de chasse de façon à dissuader les chasseurs d'y aller. Donc c'était avant l'histoire du lion Cécile. Tout à fait. Et l'histoire du lion Cécile est loin de ressembler à ça puisque ce sont des amis à moi, chercheurs sur le terrain, qui travaillent avec Catch, qui ont fait les choses. Ce monsieur était parfaitement officiellement en règle avec un permis de chasse classique, soi-disant traditionnel, mais ils ont appâté le lion de nuit pour qu'il sorte du parc. C'était un lion du parc de Hwanghae qui était une célébrité et qui effectivement... C'est ce qu'a dit Thomas Goussard, mais c'est pas grave. Pas tout à fait. Oui. Et qui effectivement rapportait énormément en termes de tourisme photographique, ce qui rapporte beaucoup plus que le tourisme de chasse. D'accord. Et donc il a été appâté, et il a été délibérément appâté pour qu'il sorte du parc, puisqu'on n'a pas le droit de tirer dans le parc, ça a été fait de nuit, et il a été tiré à l'arbalète, de façon à ce que ça ne fasse pas de bruit, parce que tous les lodges, les tented camps qui sont à côté auraient été alertés. D'accord. Et il a été traqué pendant des heures et des heures, pendant toute la nuit, en agonisant jusqu'au petit matin. Ouais. Voilà la réalité. D'ailleurs, puisque vous parlez de quarantaine d'heures même. Pardon? Une quarantaine d'heures de recherche. Voilà. D'accord. Et mes amis qui sont témoins, qui sont chercheurs, ont été menacés de mort et ont subi 2 tentatives de meurtre. Allez, un dernier précédent à raconter. Merci d'avoir précisé ça. Un dernier précédent à raconter qui concerne Luc Alphonse, le skieur français, champion de ski, vainqueur du Paris-Dakar aussi. Lui, il s'est fait avoir en 2016 avec des photos de chasse au Kamchatka, avec un ours, avec un mouflon. C'est pas lui qui a posté les photos, c'est l'agence avec laquelle il est parti. C'est pas lui qui a de compte Facebook. En revanche, suite à cette affaire, ça s'est su et il y a eu un gros buzz et une chasse aux sorcières. Il a été menacé de mort, lui et sa famille. Il a dû quitter la France. Catherine et Layel, clairement, le parti animaliste ou des associations comme la vôtre, vous cherchez à dénoncer et à montrer ces actes sur les réseaux sociaux, à faire en sorte que ça ne passe pas inaperçu? Non, personnellement, nous, quand il y a une information, effectivement, on relaie des informations, mais c'est pas j'allais dire, ces photos-là, ça fait des années qu'il y a des photos. Vous avez, par exemple, en France, vous avez des chasseurs qui posent avec un pied sur un sanglier. Personnellement, ça me choque de la même manière. Moi, ce qui me choque, au-delà que ce soit des espèces protégées et au parti animaliste, c'est ça qui fait souvent la différence avec les écologistes, c'est-à-dire qu'on considère que là, il s'agit d'individus, c'est-à-dire qu'il s'agit d'êtres vivants sensibles, où on a payé pour les tuer. Donc, ce qui est choquant, c'est l'acte, c'est ce qui se cache derrière cette photo.
C'est la symbolique de la photo. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter ces pratiques qui sont des pratiques d'un autre temps. Alors, je vais vous redonner la parole, Benoît Maury-Laribière. On va marquer une courte pause. On sera en duplex depuis le Rhône devant le Super U avec Sébastien Bendotti. Et puis, vous allez nous dire effectivement comment finalement ces photos sont ressorties, quels circuits elles ont suivi, Thomas Goussard. Et on pourra en débattre sur le rôle des uns et des autres. A tout de suite sur CNews. La seconde partie de ce Ça se comprend, consacrée à la démission d'un couple de gérants d'un Super U après un safari de chasse en Afrique. Ils ont dû démissionner à la suite de la publication de ces photos et d'une campagne d'appel au boycott. J'ai toujours à mes côtés pour débattre sur ces questions et le débat a continué pendant la pub. Benoît Maury-Laribière, qui est membre de l'association des guides de grande chasse, Catherine Elayel, porte-parole du parti animaliste, Thomas Goussard, le journaliste digital de CNews, est également avec nous, et Julie Lannes, éthologue, représentante en France de l'ONG internationale Cache pour campagne contre la chasse en boîte. On va tout de suite aller dans le Rhône, rejoindre Sébastien Bendotti à Labrelle, juste devant ce Super U. Bonjour Sébastien, dites-nous comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'il y a du monde, des manifestations, les réactions des habitants de la région suite à cette affaire ? Alors c'est vrai que cette affaire fait grand bruit dans la région. Plusieurs clients se sont présentés avec leurs chariots devant les portes closes de ce supermarché. Je vous rappelle que l'équipe de direction a été débarquée hier soir. Une nouvelle équipe de direction prendra les rênes dès demain matin. Et pour effectuer cette transition, le supermarché restera fermé toute la journée. Alors les clients sont partagés. Il y a ceux qui d'ailleurs ne sont pas du tout au courant, qui ne comprennent pas pourquoi ce supermarché est fermé. Il y a ceux qui défendent les propriétaires de ce supermarché. Ce sont des entrepreneurs très reconnus qui ont plusieurs commerces d'ailleurs dans le secteur. Ils estiment que ce n'était finalement que des pratiques légales qu'ils pratiquaient justement à l'occasion de déplacements privés, et cela doit rester privé, même s'ils sont d'accord sur un fait, c'est que ces photos n'auraient peut-être pas dû être publiées, en tout cas pas sur des réseaux sociaux publics. Et puis il y a ceux qui sont très remontés, ils sont beaucoup plus nombreux, ceux-là. D'ailleurs, ils viennent régulièrement nous interpeller lorsqu'ils nous aperçoivent devant ce supermarché pour nous dire, par exemple, ils l'ont bien cherché, ils ne méritaient que cela. Ils sont donc très nombreux à être choqués par ces photos où l'on voit ce couple avec ces animaux morts à leurs pieds et un fusil dans la main. Du côté des associations de défense des animaux, certaines préparaient d'ailleurs des actions dans les prochains jours. Finalement, elles ont abandonné ce projet puisque l'équipe de direction a été débarquée, on peut le dire comme cela. Mais ces associations rappellent que ce n'est pas les entrepreneurs qui étaient visés. Il ne faut pas se tromper de cible. Écoutez notamment l'association Dignité Animale, des propos recueillis par Olivier Madinier. C'était pas le but de dénoncer seulement Super U, c'est la chasse massacre que l'on dénonce. Pas seulement ce couple. Ce couple, il a eu la bêtise de bien se montrer, et ça c'est de sa faute, de se montrer sur les réseaux. Et maintenant les gens, ça passe plus. On est en 6e extinction de masse de toutes les espèces, et notamment le lion, et tout ce qu'on a pu voir sur les photos trophées. Et cette chasse massacre, la France, elle la tolère. Elle la permet avec ses agences. Alors qu'on pourrait plutôt prévoir des réserves qui rapportent tout autant. Hein. Au contraire, les gens, vous voyez bien, les réseaux se sont enflammés. Ça veut dire qu'il y a un potentiel pour protéger plutôt que de détruire. Pour cette réaction. Merci Sébastien Bendotti, et merci également à Olivier Madinier qui est avec vous à Labrelle. Thomas Goussard, on va maintenant décrire un peu ce qui s'est passé sur Internet, sur les réseaux sociaux et donc le point de départ de cette affaire. Alors ça a commencé la semaine dernière, c'est un militant de la cause animale qui habite à Saint-Romet-de-Popey, à quelques kilomètres seulement de Labrelle, qui a publié sur son compte Facebook plusieurs photos de ce couple en mentionnant qu'ils étaient gérants du Super U. Et avec un deuxième post où il appelait au boycott. Sans mentionner Super U, mais on voyait la photo du Super U. Voilà, je vous ai montré ces deux postes-là. Ça a pris de l'ampleur, notamment parce que plusieurs personnes connues les ont reprises, retweetées ou partagées. A priori, ce n'est pas le couple en question qui a été mettre ces photos sur les réseaux sociaux. Hein. C'est le site de l'agence de voyage qui les a fait chasser, qui a mis ces photos de ses clients. Ils ont certainement signé un papier comme quoi ils autorisaient à ce qu'on utilise leurs photos. Ils ont laissé un petit message. Ce n'est pas eux qui s'en sont vantés en fait, sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc ça a été repris et puis ça a fait effet boule de neige. Peut-être, probablement même le fait qu'on cherche à impliquer une marque a aidé à ce que la marque réagisse et à ce que le phénomène prenne encore plus d'ampleur. Oui, avec un appel Sinon, des simples particuliers comme ça n'aurait pas pris comme avec quelqu'un de connu. Avec un appel au boycott, on l'a compris. Est-ce qu'il y a un contre-appel au boycott ?
Oui, il y a le président de la Fédération des chasseurs qui a publié un communiqué sur Facebook ce matin, Willy Schran, et qui dit, puisqu'on fait un lynchage en direction des chasseurs, choisissez bien le magasin où vous faites vos courses le week-end prochain. Est-ce que c'est un lynchage médiatique, Catherine Elayel? Tout à fait. En fait, j'allais dire que ce n'est que la conséquence, c'est-à-dire qu'après, c'est vrai, ces photos et ces images, elles datent de 2015, donc maintenant on en prend connaissance, mais c'est pas hypocrite, mais la réalité, elle existe, et c'est simplement la mettre en lumière. Donc c'est deux personnes. Mais vos militants, ils cherchent des éléments comme ça pour pouvoir faire parler de la cause que vous défendez. Je pense que c'est aussi le rôle de tous les militants et de toutes les associations, comme avec les vidéos aussi, de faire prendre conscience aux gens que la réalité de la chasse, la réalité des élevages, la réalité de la souffrance animale. Donc c'est une manière comme une autre, mais ce qui nous, je vous dis, toujours nous renvoie à la légalité, à ce qui est important pour nous, c'est effectivement d'arriver à avoir une loi, déjà au niveau européen, mais de manière à ce que ces photos deviennent en fait des photos dont on parlera en disant, voyez, regardez, il y a quelques années, on pouvait tuer des animaux, on pouvait payer 60 000 € pour tuer un animal. Benoît Maury-Laribière, vous dites oui, lynchage médiatique. Alors oui, d'une part, je suis absolument choqué par ce lynchage médiatique de gens qui n'ont fait que chasser légalement, qui ont eu une passion et qu'ils ont exercé légalement et qui se retrouvent livrés en pâture par qui a fait ça? C'est l'inquisiteur royal. C'est quoi? On est revenu à l'inquisition. On se permet comme ça de livrer en pâture des gens à la vindicte populaire. Ça n'a pas de sens. C'est des gens qui ont agi normalement, légalement. Mais enfin bon, ça c'est un cas particulier. Moi je voudrais surtout revenir sur ce que me disait Madame Elayel tout à l'heure quand elle veut interdire la chasse. La chasse au trophée. Interdire la chasse ou interdire la chasse au trophée, après on peut jouer sur les mots, c'est toujours la même chose. Il y a juste quelque chose, qui vous échappe. Parce que je crois l'interdiction de la chasse de loisirs. Oui, voilà. Bon, vous parlez avec votre sensibilité, je veux bien le comprendre, etc. Il y a autre chose. Il faut bien voir ce dont on parle, et ça personne ne le comprend. Aujourd'hui, en Afrique, par exemple, puisqu'on parle d'Afrique ici, les territoires de chasse représentent une zone de biodiversité sauvage gérée plus importante que l'ensemble de tous les parcs nationaux africains. À peu près 16% du territoire. Vous supprimez la chasse sur ces territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous abandonnez ces territoires au braconnage, à l'agriculture, aux champs de coton, à la déforestation, à la pâture des animaux. Et ça, c'est c'est la vraie menace aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment criminel. C'est ça, le crime, il est là. C'est d'abandonner la biodiversité. La chasse, aujourd'hui, elle est nécessaire pour défendre la biodiversité. Alors, si j'ai bien compris, Julie Lannes, c'est le combat de votre ONG internationale. Vous vous cachez facilement derrière la sensibilité. C'est facile d'appeler la sensibilité des gens derrière un animal mort. Non, mais attendez, je vous parle pas de sensibilité, je vous parle scientifique. Non, je vous parle science et je vous parle de terrain. Je travaille sur le terrain. Je ne travaille pas théoriquement dans des bureaux, monsieur. Alors, si vous savez sur le terrain... Attendez, on va parler concrètement. Oui. Dans le parc Kruger, vous avez le parc Kruger, où il est ça, c'est en Afrique du Sud. Afrique du Sud. Mais c'est le même principe un peu partout. Vous n'avez pas le droit de tuer un animal, que ce soit un éléphant, que ce soit un léopard et autres. Mais on a fait ce qu'on appelle le grand Kruger, pour, soi-disant, donner plus d'espace aux animaux. C'est-à-dire que toutes les réserves, qui sont des réserves privées, qui appartiennent à des propriétaires privés, contrairement au parc national du Kruger, qui est public, ont abaissé leurs barrières pour donner plus d'espace. Les 3/4 de ces réserves qui entourent le parc Kruger sont des réserves sous le régime de la PNR, c'est-à-dire des réserves où la chasse est autorisée. Donc vous tuez un léopard, un éléphant dans le parc Kruger, vous êtes en tôle, c'est interdit. Cet éléphant, ce lion, ce léopard a le malheur de passer 1 mètre, il est du mauvais côté de la réserve, il tombe dans une réserve privée, il a le droit de se faire tuer. Ça, c'est la réalité. On a dénoncé notamment les éléphants, soi-disant régulation, voilà, foutaise, pour rester poli. Éléphants, qu'est-ce que cherchent les chasseurs? Ils veulent le plus beau trophée. Si c'est en termes de conservation, vous ne cherchez pas le plus beau trophée, parce qu'en termes de conservation, justement, les spécimens qui ont réussi à survivre le plus longtemps, comme les éléphants, ce qu'on appelle les super tuskers, ceux qui ont les plus grandes défenses, qui vivent dans le milieu naturel jusqu'à l'âge de 60 ans. Ces éléphants-là sont les meilleurs géniteurs, ils ont réussi à survivre jusqu'à cet âge-là. C'est ceux-là qui vont être prisés par les chasseurs, parce qu'ils ont les plus belles défenses. Si on fait de la chasse de conservation, parce qu'on estime qu'il y a trop d'éléphants, c'est ça la chasse de conservation. On ne tue pas ceux-là.
Ça, c'est la réalité. Et ça a été dénoncé, notamment les quotas de chasse et tout ce qui s'est passé. Il y a une liste. Ça a été dénoncé par les associations de terrain qui travaillent, et y compris les complicités, justement, du braconnage au sein de ces réserves privées et du parc Rouvière. Benoît Maury-Laribière, vous aviez un chiffre à donner en plus. Vous êtes dans l'illusion. Non, je suis dans la réalité, monsieur. Non. D'une part, les trophées, effectivement, vous avez raison. Les trophées qui sont recherchés par les chasseurs de trophées, appelons un chat, sont des vieux animaux, sont les plus vieux animaux. C'est des gens qui ont participé, qui ont largement participé à la reproduction et qui généralement n'y participent plus parce qu'ils sont trop vieux. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça n'a pas d'impact sur la gestion. Et le chiffre que je voulais donner tout à l'heure, c'est qu'en général, sur une réserve de chasse, le nombre d'animaux qui est prélevé en termes de grande chasse, ça représente 2% des animaux. Ce qui veut dire que quand vous avez un massif qui est géré par la chasse, c'est-à-dire qui est géré, c'est-à-dire qu'il y a des gardes, la biodiversité est surveillée, gardée, etc., etc., il y a 2 ou 3 espèces qui vont payer 2% de leur cheptel à la chasse. C'est-à-dire que vous avez 100 lions, il y en a 2 qui vont être. Non, mais je peux pas vous laisser dire des bêtises pareilles. Non. Mais si c'est pas des bêtises, 2%. Mais dans le cas du lion Cécile, c'est tout à fait faux. Et c'est le prix à payer pour préserver toute la zone, y compris toute la biodiversité de la zone, y compris les animaux qui ne sont pas chassés. Je vous suis. Quand vous êtes des bienfaiteurs de l'humanité. Non, mais attends. On n'est pas des bienfaiteurs de l'humanité, mais on est peut-être des bienfaiteurs de la biodiversité et certainement plus que vous, et je le dis et je l'assume. Pas de blabla et de théorie. Le lion Cécile, quand vous n'avez pas tué le lion Cécile, vous avez tué toute sa descendance. Vous avez tué une vingtaine de spécimens. Les lions sont des animaux grégaires. Je ne pense pas que ce soit M. Maury-Laribière qui ait tué le lion Cécile. Non, mais c'est juste une réponse au fait qu'il dit que ce sont que 2 spécimens. Ce ne sont pas 2 spécimens. Comme dans le cadre des loups. Le lion, point barre. Cécile a été tuée. Les lions sont des animaux grégaires qui vivent avec un harem. Donc ils étaient 2 frères. Et ils avaient une progéniture. C'était les meilleurs reproducteurs. Les gens venaient faire des safari photos parce qu'il était très spécifique au niveau de la couleur de sa crinière et tout. C'était la vedette du parc. Il drainait énormément d'argent, énormément de flux financiers qui sont très loin de ce que ça a rapporté au niveau de cette chasse. Donc c'est une catastrophe au niveau de ce parc qui était le parc de Hwanghae. Mais la catastrophe va plus loin que ça, c'est que tous ces descendants qui sont potentiellement porteurs de très bons gènes, parce que c'était un très bon lion, sont potentiellement, dès le moment où le mâle n'est plus là, où il n'y a plus que son seul frère pour les défendre, ils sont tous mis en danger, et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, voilà, ils sont tous mis en danger, ils risquent d'être tués par des compétiteurs. Donc effectivement, nous interférons sur la biodiversité. Un mot de réponse encore là-dessus. Nous interférons sur la conservation. Je dirais, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous utilisez un cas, effectivement, on peut en discuter de ce cas-là. Effectivement, le problème, c'est que la politique, les actions que vous voulez mettre en place pour résoudre ou pour interdire ce type de situation va aller exactement à l'encontre de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut qu'on préserve. Estime que il faut pas préserver un individu. Est une fumisterie. Vous focalisez sur un individu. Il ne faut pas préserver un individu. Non, il faut préserver des espaces. Et on veut préserver des espèces. Et pour préserver des espèces, il faut préserver des espaces. C'est ça que vous n'avez pas compris. La biodiversité, c'est un ensemble. Moi, c'est ma vie de préserver la biodiversité. Je ne rêve et je ne pense que ça quand je me lève et quand je me couche le matin. C'est ma passion. Maintenant, non. Moi, je suis prêt à accepter qu'un animal soit tué de temps en temps parce que c'est nécessaire. Et vous n'avez pas d'autre solution. Vous n'avez pas d'autre solution pour préserver, gérer ces milliers d'hectares. Non, vous n'avez pas. À la base, ces agences, elles existent. Ce sont pas des philanthropes. Ça existe. C'est une activité économique pour faire de l'argent. De loisirs, dites de loisirs. Généralement, si vous les connaissiez mieux, vous apercevrez que tous les gens qui travaillent en général dans ce métier-là sont avant tout des passionnés, avant d'être des gens qui aiment les animaux et de la même manière que voilà. Bon. Merci à tous. Je ne pensais pas vous réconcilier, mais ce débat était passionnant. Merci d'y avoir participé. On va écouter, avant de passer à la chronique politique de Damien Fleuron, on va écouter le PDG de Système U, Dominique Schelcher, qui s'est dit ce matin choqué par les photos et qui a donc pris la décision, je vais mettre des guillemets, de débarquer ce couple de gérants du Super U. On l'écoute. Comme beaucoup de nos clients et collaborateurs, j'ai évidemment moi-même été très choqué par ces images. Chez U, on porte depuis longtemps des engagements et des valeurs fortes qu'on met en œuvre chaque jour. Et donc, dans ces conditions, il était pour nous inenvisageable qu'ils continuent à représenter l'enseigne. Donc, ils nous ont quittés, ils ont quitté l'enseigne. Le magasin est fermé aujourd'hui. Il réouvrira demain avec une nouvelle direction. Voilà, il faut être aligné entre ces paroles et ces actes.
Voilà pour ce débat. Et on passe aux indiscrets politiques maintenant avec Damien Fleureau. Bonjour Damien. Bonjour Thomas. Bienvenue sur ce plateau. Les retraites à l'ordre du jour non officiel du Conseil des ministres. Oui, il y a toujours dans les sujets abordés dans le Conseil des ministres, ceux qui sont à l'ordre du jour et qui sont communiqués à la presse. Et puis une partie, on va dire, domaine réservé du président de la République qui lance ainsi des débats en fonction des sujets d'actualité. Aujourd'hui, un Conseil des ministres particulièrement dense, m'a raconté un participant. Avec un très long moment passé à la fin de ce Conseil des ministres. Il était autour de 13h sur le dossier brûlant de ces prochains jours, celui des retraites. Jean-Paul Delevoye, on en parlera et on en a déjà parlé, présente sa réforme le 17 juillet prochain. Emmanuel Macron a voulu que tous les ministres autour de la table ce matin donnent leur avis, notamment sur le calendrier, le texte. Le projet de loi va être écrit cet été avec les recommandations de Jean-Paul Delevoye. Et puis les partenaires sociaux vont s'en saisir. Faut-il que les parlementaires votent ce projet de loi avant les municipales de mars prochain ou après? A priori, on s'oriente plutôt vers un calendrier très long pour ne pas télescoper ce scrutin qui peut être un peu compliqué pour Emmanuel Macron. Justement, le dossier sensible des municipales, cette fois-ci à Lyon. Alors ça n'a pas été abordé en Conseil des ministres, mais Gérard Collomb et le président de la République se sont vus encore une fois hier. Ils ne se quittent plus, mais finalement. Oui. Ils ne se quittent plus puisqu'ils étaient la semaine dernière. Emmanuel Macron est venu à Lyon dimanche soir dernier et lundi, on en a parlé. Ils ont échangé, on le sait, bien sûr, sur la situation brûlante, là aussi, politiquement et localement à Lyon. C'était à l'occasion, cette rencontre, une nouvelle fois, hier soir, d'une remise de décoration qui s'est passée hier soir, donc dans le palais de l'Élysée, dans la salle des fêtes. Beaucoup de beau monde et on décorait notamment Jean Basser, le directeur de Pôle emploi. On a décoré, Emmanuel Macron a décoré la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, une sénatrice notamment aussi, qui avait invité Gérard Collomb dans cette salle des fêtes. Le maire de Lyon a donc pu s'entretenir quelques minutes devant tous les membres avec le président de la République. Et ce matin, sur le plateau de Jean-Pierre Elkabbach, Gérard Collomb a fait cette offre de service de, en quelque sorte, diviser le mandat du maire de la métropole en deux avec son opposant. Est-ce que c'est une solution qui lui aurait été soufflée par Emmanuel Macron dès hier soir? Peut-être. Merci beaucoup Damien Fleureau. Et puis le fait du jour, c'est François de Rugy qui est épinglé pour des dîners privés luxueux à l'époque où il était à l'hôtel de Lassay, le président de l'Assemblée nationale. On y revient tout de suite dans un journal complet avec Claire-Elisabeth Beaufort et Yohann Usaï. A tout de suite, restez avec nous sur CNews.